Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indes radios. Nous sommes donc ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, le Sénat poursuit son marathon budgétaire. Il votera aujourd'hui la partie recettes du budget 2020. On en parle avec le sénateur Les Républicains du Nord, Marc-Philippe Daubresse. Il est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Gilles Legendre, le patron des députés de La République En Marche. Interview avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Patrice Moyon de Ouest France. Et puis toutes les semaines, vous le savez, nous nous rendons à votre rencontre dans un département. Cette semaine, nous sommes dans les Côtes-d'Armor pour voir où en sont ceux qui ont enfilé un gilet jaune il y a un an. Aujourd'hui, à direction Saint-Brieuc, à la rencontre du leader du mouvement sur place. Et puis enfin, le Club des Territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. Au menu, le plan du gouvernement pour lutter contre les violences faites aux femmes. Il fait la une de beaucoup de vos quotidiens régionaux ce matin. Nous le verrons pendant la revue de presse. Mais avant cela, voici les autres informations de ce mardi 26 novembre. Édouard Philippe poursuit ses consultations avec les partenaires sociaux sur la réforme des retraites. Ce matin, c'est Philippe Martinez, le leader de la CGT, qui est à Matignon. Hier, Laurent Berger de la CFDT a demandé au gouvernement de ne pas créer l'affrontement. Un séminaire gouvernemental aura lieu dimanche sur cette réforme des retraites. Le gouvernement ferme la porte à la proposition de Bruno Retailleau d'imposer un service minimum dans les transports, quitte à réquisitionner des grévistes. La ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, juge que cette proposition n'est pas très sérieuse. Et puis nouvelle mobilisation des étudiants qui réclament un plan d'urgence pour lutter contre la précarité. Pour les associations d'étudiants, le gouvernement ne semble pas prendre conscience de la gravité structurelle de la situation, c'est ce qu'elles disent. L'objectif de la mobilisation d'aujourd'hui pour ces associations est d'accentuer la pression sur le gouvernement. Et on débute avec le sénateur du jour. Il est élu du Nord, siège dans le groupe Les Républicains. Bonjour Marc-Philippe Daubresse. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On précise que vous êtes candidat à la mairie de Lille. On en parlera un petit peu plus tard dans cette émission. On va commencer par les questions d'actualité. D'abord, ce plan annoncé hier par Édouard Philippe pour lutter contre les violences faites aux femmes. Un plan avec une enveloppe de 360 millions d'euros. Est-ce que c'est un plan qui est à la hauteur selon vous ? Bon. D'abord, c'est nécessaire de faire ce plan. Tout le monde voit bien ce qui se passe et le fait que dans une société qui est fort agressive, les violences faites aux femmes qui existent depuis longtemps n'ont fait que croître. Et c'est intolérable, évidemment. Donc, il faut soutenir ce plan. C'est une avancée. Mais on aurait pu aller plus loin, effectivement. Valérie Pécresse en a parlé. Je suis en phase avec sa position sur ce qu'on appelle le féminicide et le caractériser d'autres manières dans la loi. Il y a eu quand même... C'est-à-dire le faire rentrer clairement dans le code pénal ? Le faire rentrer clairement dans le code pénal. Alors, hier, Nicole Belloubet, sur notre antenne, disait qu'elle attendait des propositions des parlementaires à ce sujet. Est-ce que vous... elle ne va pas être déçue. Le groupe Les Républicains va lui en faire des propositions. Vous savez, Marlène Schiappa, elle fait beaucoup de com quand même et d'esbrouf, d'ailleurs, avec un cabinet qui n'a pas vraiment les moyens de son ambition. Beaucoup de choses, j'ai été ministre, je sais comment ça se passe. Beaucoup des choses se décident chez la garde des Sceaux, de fait, quand vous êtes en arbitrage sur des questions de ce type. Et donc, effectivement, c'est Madame Belloubet qui a la capacité d'ouvrir les choses un peu plus pour qu'on ait un vrai dispositif à la hauteur. Et les Républicains, avec Bruno Retailleau, feront une proposition là-dessus, bien sûr. Vous pouvez nous en dire plus sur ce qu'il y aura dans cette proposition ? Non, pas pour l'instant. Mon président de groupe vous le dira dans peu de temps, avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. On va passer à un... Vous dites juste sur Marlène Schiappa, elle fait beaucoup de com. Ça veut dire quoi ? C'est que de la com, Marlène Schiappa ? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit elle fait beaucoup de com. C'est-à-dire que pour moi, il y a plus d'esbrouf que de terrain gagné au final, quoi. Elle aime bien les médias, d'accord. Mais vous savez, quand vous êtes ministre, à un moment, il faut réaliser des choses, il faut poser des actes. Alors, incontestablement, mais elle avait déjà présenté un premier plan qui n'était pas suffisant. Là, on a un dispositif qui permet d'aller plus loin. Et évidemment qu'il faut le voter parce que c'est une avancée. Mais on pourrait aller encore beaucoup plus loin. Mais je vous dis, c'est chez la garde des Sceaux que ça se décide. Allez, autre sujet, c'est Édouard Philippe qui reçoit les partenaires sociaux hier et aujourd'hui sur cette future réforme des retraites. Un séminaire gouvernemental aura lieu sur le sujet dimanche. Est-ce que vous pensez que le gouvernement peut désamorcer le conflit avant le 5 décembre ?
Écoutez, le gouvernement, il s'y prend vraiment très très mal, quoi. On est dans une... comme disait Martine Aubry, contre qui je me présente à Lille, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, il y a un gros loup quand même, quoi. Il y a beaucoup d'ambiguïté dans cette réforme, et il y a surtout... cette réforme, elle crée beaucoup d'anxiété chez toutes les catégories de personnes. Il y a à la fois le fait qu'on explique, ce qui est normal, que le régime de retraite doit être à l'équilibre dans quelques années, avec un déficit annoncé, vous le savez, entre 10 et 17 milliards d'euros selon les scénarios qu'on retient. Et donc, ça veut dire, quelque part, on peut tourner autour du pot, qu'il faut travailler plus longtemps. C'est ce que nous disons, les Républicains, depuis fort longtemps aussi. Et c'est ce que doit dire le gouvernement, selon vous? Oui, c'est pas la peine. Vous savez, les Français, ils aiment pas qu'on les prenne pour des bœufs, quoi. Je veux dire, faut être clair là-dessus. Et donc, quand vous avez en même temps, comme dirait M. Macron, une réforme d'équilibre financier qui veut dire de fait qu'on va devoir travailler plus longtemps, et d'autre part, une réforme dite de justice dans laquelle, en fait, il y a beaucoup de perdants, on s'en aperçoit au fil du temps, beaucoup plus de perdants qu'on ne le dit, et finalement un certain nombre de gagnants, mais pas tant que ça, et où on ne traite pas la question de la pénibilité, on a l'impression que c'est une arnaque, quoi. Et donc, pour vous, la réforme telle qu'elle est proposée, c'est une mauvaise réforme? Oui, et la méthode est une très mauvaise méthode. Et le fait que le gouvernement reçoive hier chez le Premier ministre les partenaires sociaux pour ne rien dire, parce qu'en définitive, ils attendent de voir comment va se passer la grève pour annoncer ou pas, ou lâcher un peu du lest sur les réformes, c'est quand même pas terrible, quoi. Vous dites la méthode est mauvaise. Est-ce que la réforme est mauvaise? La réforme, vous savez, Nicolas Sarkozy, j'ai entendu l'autre jour mon bon ami Gérald Darmanin ou d'autres nous dire, mais vous savez, c'est la première fois qu'on fait une grande réforme des retraites. Il faut arrêter quand même. C'est Édouard Balladur qui a fait la première grande réforme des retraites. C'est François Fillon, sous l'autorité de Nicolas Sarkozy, qui a fait une autre réforme importante des retraites. Et quelque part, Nicolas Sarkozy disait, il y a 3 paramètres de fait. Il y a la durée du travail, il y a le montant des cotisations, et puis il y a le montant des pensions. Et il avait dit, il ne faut absolument pas toucher au montant des pensions, ce que le gouvernement a déjà fait. Il a désindexé les pensions. Et d'autre part, nous disons, le sujet majeur, c'est la durée du travail, puisqu'on va vivre de plus en plus longtemps, tant mieux pour tout le monde. Et donc, il faut donc traiter aussi de la question des métiers les plus pénibles. Donc c'était ça la vraie réforme à faire. Le fait de changer tous les régimes, alors il y a bien sûr des régimes spéciaux qui bénéficient de l'argent du contribuable. Et qu'il faut supprimer et qu'il faudra, on l'a toujours dit, supprimer à terme. Mais est-ce que c'est le bon moment pour faire tout ça en même temps, pendant que d'autres professions, par exemple les professions libérales, les avocats, sont très pénalisés parce qu'eux n'ont jamais demandé 1 euro aux contribuables, ils ont été bien gérés et on veut leur piquer la caisse. Tout ça n'est pas très sérieux. Donc la seule vraie réforme à engager vite, si le président veut que ça se fasse dans ce quinquennat, en plus on parle de la clause du grand-père, on verra bien plus tard. Il y en a qui vont rentrer dans le système, d'autres on ne sait pas, vous savez, tout est flou. Et donc, vous pensez que le gouvernement, pour aller jusqu'au bout, ira jusqu'au bout d'ici la fin du quinquennat? Il ira peut-être jusqu'au bout, mais avec une réforme qui s'appliquerait par hypothèse en 2040 ou 42, c'est-à-dire qu'on peut changer 36 fois avec les prochains présidents de la République. C'est pas sérieux. La seule vraie réforme, je le dis, à faire, urgente, pour équilibrer les comptes, c'est une réforme sur l'âge de départ à la retraite et de dire clairement les choses plutôt que de faire un âge pivot avec des bonus et des malus. Un mot sur la proposition de loi de votre président de groupe, Bruno Retailleau, qui vous déposait une proposition de loi pour garantir un service minimum réel les jours de grève, quitte à réquisitionner des grévistes si nécessaire. Est-ce que c'est une proposition de loi que vous soutiendrez? Bien sûr. Nicolas Sarkozy, là encore, avait commencé le service minimum et on avait trouvé un accord avec les syndicats pour qu'ils annoncent les grèves suffisamment tôt pour qu'on puisse organiser les services, notamment aux heures de pointe. Bon. Et en fait, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Qu'un certain nombre, pas tous, un certain nombre de partenaires sociaux contournent cette loi et vont même jusqu'à utiliser des droits de retrait de manière abusive. Tout ça n'est pas bon pour la démocratie. Mais ça veut dire quoi? Qu'il faut réquisitionner le droit de grève est un droit incontournable qu'il ne faut évidemment pas remettre en cause. Pour autant, on ne doit pas pouvoir paralyser un pays par le droit de grève. Mais réquisitionner des grévistes, ce n'est pas incompatible avec défendre le droit de grève? Réquisitionner des grévistes aux heures de pointe au moment où les Français sont les plus perturbés, c'est pas incompatible. Vous savez, la Constitution de la République prévoit qu'on a des libertés et prévoit d'encadrer ces libertés, par exemple sur les questions de laïcité. Allez, on va passer au budget, puisque le Sénat examine en ce moment même le budget 2020. On en parle avec Alexandre Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Marc-Philippe Debresse. Bonjour.
Et Alex, les sénateurs ont débattu de fiscalité écologique. Hier, dans l'examen du budget, il a été question de cette fameuse taxe sur les carburants. Et oui, la fameuse taxe qui avait fait naître le mouvement des Gilets jaunes l'an dernier, la taxe sur l'essence. Alors cette année, pas de hausse sur la taxe sur les carburants pour les voitures. Ce sont les camions, les poids lourds qui vont payer l'addition puisque le gouvernement a prévu une hausse de taxe de 2 € par hectolitre pour les poids lourds. Et les sénateurs ont supprimé hier soir cette nouvelle écotaxe poids lourds. Pour quelle raison ? Bien parce que ce sont les camions français essentiellement qui vont devoir payer cette taxe et pas les camions étrangers. Écoutez le rapporteur général du budget, Albéric de Montgolfier. Les trois quarts donc des camions, des poids lourds étrangers qui circulent en France ne s'approvisionnent pas en carburant en France. Pourquoi ils le font ? Parce que d'une part, aujourd'hui, la capacité des réservoirs le permet, et vous avez surtout un différentiel, ça a été dit par les uns et par les autres, d'à peu près 10 € par hectolitre. Si vous faites votre plein en Espagne ou si vous faites plein en Belgique, c'est 10 € de moins par hectolitre. Donc évidemment, c'est la raison pour laquelle les trois quarts des poids lourds étrangers qui circulent en France, trois quarts ne font pas leur plein en France. Donc ça devrait vous convaincre. Quelle est la conséquence de l'article 19 s'il était voté ? Ce serait évidemment une perte de compétitivité pour le pavillon français qui a déjà perdu l'essentiel du marché. Donc pas d'écotaxe poids lourd pour le Sénat, mais les sénateurs ont quand même validé certaines mesures de fiscalité écologique du gouvernement, comme l'écotaxe sur le secteur aérien ou encore le malus automobile renforcé. Dans ce débat, il a également été question de logement, un sujet que vous connaissez bien, Marc-Philippe Daubresse, puisque vous avez été ministre du Logement sous Jacques Chirac, et il a été question des aides à la rénovation énergétique, car le gouvernement veut transformer l'actuel crédit d'impôt pour la transition énergétique. Il va être centré aux ménages modestes à partir de 2020 et il sera transformé en une prime versée à la fin des travaux, une transformation qui interviendra à partir de 2021. Alors dans cette réforme, les sénateurs ont remarqué une baisse du budget des aides à la rénovation énergétique et ils sont assez mécontents. Écoutez le sénateur Les Républicains Jean-François Husson. En 2018, c'était près d'1,7 milliard. Avec votre réforme, Madame la Ministre, ce ne serait plus que 800 millions d'euros. Là où votre gouvernement, dans un acte 2 qui serait orienté vers l'écologie, souhaite en tous les cas avoir une ambition nouvelle en matière d'écologie. Je dirais juste un dernier mot. Je crois qu'il est important, Madame la Ministre, de ne pas regarder en matière d'écologie et d'énergie le portefeuille et les revenus, mais de regarder l'étiquette énergétique des bâtiments, parce que c'est avec cette ambition qu'on peut et qu'on doit répondre à l'objectif qui est fixé de réduire la facture énergétique et la consommation énergétique des Français. Et au final, cette prime de rénovation énergétique réservée aux ménages les plus modestes, eh bien, les sénateurs l'ont élargie aux propriétaires bailleurs. Merci beaucoup, Alex. Monsieur le sénateur, peut-être une réaction effectivement à cette chronique sur la question du logement que vous connaissez bien. Écoutez, on est tous d'accord pour changer nos logiciels compte tenu de l'état dans lequel se trouve la planète et avec les choses qui s'accélèrent. Bien évidemment qu'il faut faire des mesures importantes pour baisser les gaz à effet de serre et que même si la France est un bon élève de l'Europe, qui elle-même est un bon élève du monde, et que d'autres, les États-Unis ou l'Inde ou la Chine, c'est chez eux que se passent les gros problèmes, il faut apporter notre pierre. C'est l'effet colibri. Même si on apporte un peu de choses, c'est bien sûr. Mais moi j'ai été maire d'une commune pendant près de 30 ans. Nous avons baissé les gaz à effet de serre de plus de 25% par des mesures ciblées. Mais qu'est-ce qui se passe là ? Vous êtes dans un budget du sapeur Camembert. On fait un trou quelque part et on le rebouche avec un autre trou qu'on fait ailleurs. Et on est dans des choses tout à fait irrationnelles. Je me suis beaucoup occupé de transport avant d'être ministre du Logement. Évidemment que vous allez pénaliser les transporteurs français. La France est traversée d'est en ouest et du nord au sud par des tas de camionneurs qui nous viennent d'Europe centrale ou qui nous viennent du sud de l'Europe. Et quelque part, eux vont absolument pas être sanctionnés. C'est eux qui polluent le plus quand vous regardez et chez nous, on va pénaliser nos transporteurs routiers. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Et le principal levier aujourd'hui, ce ne sont pas... Évidemment, il faut pour les voitures qui vont se vendre, avoir des voitures de plus en plus propres. C'est d'ailleurs ce que nous soutenons. Mais c'est le problème du logement. Les passoires thermiques, dans lesquels il y a du 600 kWh au mètre carré de déperdition, c'est-à-dire 10 fois plus que dans les HLM, par exemple, sont un des premiers facteurs des gaz à effet de serre. Et qu'est-ce que fait le gouvernement ? Il baisse le budget là-dessus pour des raisons d'ajustement budgétaire. Vous savez, j'ai été président de l'Agence nationale de l'habitat et avec Nicolas Sarkozy, je suis allé arracher 1 milliard d'euros
dans le grand emprunt. Vous vous souvenez du grand emprunt avec Juppé, Rocard qui pilotait tout ça, pour qu'on puisse mettre de l'argent et avoir un effet levier avec d'autres collectivités pour justement isoler de mieux en mieux les choses. Et évidemment que les propriétaires bailleurs, qui ont certes des revenus plus importants que les personnes modestes. Ils louent à qui? À des personnes modestes. Et donc vous allez taper toutes ces personnes qui du coup ne feront pas les isolations thermiques qui permettront de baisser les gaz à effet de serre. On est dans des choses complètement incohérentes et on voit bien que c'est la logique budgétaire qui prime sur une logique stratégique qui permettrait d'aller plus loin dans l'écologie positive, incitative, plutôt que l'écologie punitive qu'on entend dans la bouche de certains. Allez, avant de continuer à balayer l'actualité, on va faire un petit détour par les sentiers des Vosges. Vous allez voir, on va retrouver nos partenaires des dernières nouvelles d'Alsace. Bonjour Emmanuel Viaud, merci d'être avec nous ce matin, journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace. Et vous allez donc nous parler de la difficile cohabitation des randonneurs et des amateurs de VTT dans les sentiers des Vosges. Oui, on connaît déjà les difficultés qui existent entre les randonneurs et les chasseurs dans nos forêts. Mais depuis quelques temps, il y a aussi les VTTistes qui commencent à revendiquer leur place sur les sentiers. Il faut dire que le nombre des amateurs de VTT a beaucoup augmenté ces 5 dernières années. Il serait aujourd'hui 500 000 à pratiquer leur loisir sur tout le massif vosgien. Et ça ne fait pas forcément le bonheur de tout le monde, hein, Emmanuel? Non, parce que ce qui se passe, c'est qu'avec l'évolution technique du matériel et l'arrivée des vélos électriques, les cyclistes peuvent maintenant circuler dans des endroits qui étaient relativement préservés auparavant et accessibles plutôt aux randonneurs. Alors les randonneurs, qui étaient un peu les rois de la forêt jusqu'ici, se sont retrouvés à devoir partager l'espace avec les VTTistes, qu'on accuse d'une part de dégrader les sentiers, d'autre part de mettre en danger la sécurité des promeneurs, quand par exemple ils circulent à haute vitesse sur des chemins qui sont un peu plus étroits. On leur reproche aussi parfois de déranger la nature. Le problème est devenu urgent cet été quand des personnes qui n'ont pas encore été identifiées ont décidé de planter dans le sol, au beau milieu d'une piste, un pieu d'1 mètre de haut en contrebas d'un rocher où les cyclistes s'élancent pour sauter. Heureusement, ça a été signalé à temps, il n'y a pas eu de blessés, mais il reste que les incidents se multiplient depuis quelques mois, que ce soit des troncs d'arbres ou des pierres placées en travers des chemins, des planches cloutées et camouflées sous des feuilles. On a même vu des câbles tendus à hauteur de gorge. Alors attention, on ne sait pas exactement qui sont les auteurs de ces méfaits. Il n'est pas ici question de pointer du doigt tel ou tel usager, mais ça a démontré quand même l'urgence d'une vraie réflexion autour du partage de la forêt. Et c'est cette réflexion dont vous parlez qui est menée aujourd'hui par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges. Oui, pour calmer le jeu, le Parc naturel régional a entrepris des pourparlers avec plusieurs associations et la première charte de protection des sentiers vient tout juste d'être signée avec le Club Vosgien, une importante association de randonneurs qui entretient les sentiers depuis près de 150 ans et qui est toujours très active aujourd'hui. Mais cette fois, c'est aux VTTistes de bougonner un peu parce qu'eux aussi sont en pourparlers de leur côté avec le parc et ils craignent d'avoir été, pour une fois, pris de vitesse par les randonneurs. Pour eux, cette charte annonce des restrictions pour les VTT alors qu'ils veulent, eux, des sentiers qui soient partagés par tous et partout. Du côté du parc en nuance, on invite prudemment à réfléchir ensemble à la répartition de l'espace. Alors tout ce petit monde va se retrouver à nouveau demain pour discuter de tout ça, en espérant pouvoir apaiser les esprits avant le printemps prochain. Merci beaucoup Emmanuel Viaud. On va regarder ensemble la une des dernières nouvelles d'Alsace ce matin, consacrée à la précarité étudiante, puisqu'une manifestation, un appel à la mobilisation a lieu aujourd'hui. Étudier dans la précarité, c'est donc la une de votre journal ce matin. Merci Emmanuel d'avoir été en direct avec nous. Un mot sur cette précarité étudiante, Marc-Philippe Daubresse, un nouvel appel à la mobilisation aujourd'hui. Oui, c'est un sujet que je connais aussi bien parce que j'étais à la fois ministre du Logement, j'ai beaucoup travaillé avec Valérie Pécresse qui était ministre des Universités et aussi ministre de la Jeunesse sous François Fillon. Et j'ai eu aussi, en septembre 2010, une montée de fièvre chez les étudiants. Et la question de la précarité étudiante est une vraie question. On a des chiffres qui sont sortis qui montrent quand même que près de la moitié des étudiants ne sont pas en capacité d'assurer le paiement de leurs charges et de leur logement en particulier. Et si j'avais un conseil à donner au gouvernement, c'est qu'il faut vraiment... Et puis on a eu malheureusement cet étudiant qui s'est immolé par le feu. Il faut vraiment avoir un train de mesure sur la question du logement étudiant. C'est ça la priorité pour vous, le logement? C'est ça pour moi. Bien sûr que là, il y a une question de pouvoir d'achat et de précarité. De nombreux étudiants doivent faire des petits boulots, vous savez bien, pour payer leurs études. Mais on a, avec en plus les mauvaises mesures qui ont été prises sur l'APL, on a une pression sur la question du logement. Et si j'étais au gouvernement, je proposerais un plan exceptionnel pour le logement étudiant, pour leur baisser le pouvoir d'achat. Ce serait, à mon avis, des mesures significatives, bien sûr. Pour leur baisser le coût de la vie, pour leur bien sûr, la question des droits d'inscription. Enfin, il y a plein de questions qu'on connaît depuis des années, mais aujourd'hui, la question majeure, en plus avec la montée des prix, vous savez, le logement, d'ici 2020, je l'ai dit à la tribune du Sénat, je le redis ici,
fin 2020, vous allez avoir une très grave crise du logement. On va produire de moins en moins de logements neufs, l'offre va être insuffisante, les prix vont continuer à monter, notamment dans les grandes agglomérations, là où il y a les universités. Il faut donc un plan de priorisation du logement pour les étudiants et puis d'augmentation de l'offre. Voilà ce que je conseille au gouvernement gentiment. Eh bien, le message a sans doute été entendu. On va regarder ensemble la revue de presse de votre département du Nord. Marc-Philippe Daubresse est avec Alex Poussard qui revient. Et Alex, on va commencer en parlant des féminicides. Et oui, et la Voix du Nord qui revient sur ces Lillois rassemblés hier en hommage aux femmes victimes de féminicides. Il y en a eu 138 en France depuis le début de l'année. Des centaines de Lillois étaient rassemblés sur le parvis de l'hôtel de ville de Lille à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et on continue avec Lille Actu. Et oui, Lille Actu qui revient sur les nombreuses manifestations qui vont être organisées cette semaine à Lille. Et ça commence cet après-midi avec notamment, on en parlait, les étudiants qui vont protester contre la précarité étudiante après notamment la tentative de suicide de l'étudiant lyonnais ce mois-ci. Et souvenez-vous, les étudiants lillois avaient empêché en réaction une conférence de l'ancien président de la République, François Hollande. Alors vendredi, il y aura également une nouvelle marche pour le climat à Lille avec cette fois-ci l'objectif de dénoncer le Black Friday, cette journée de promotion générale dans tous les magasins. Et puis samedi, une manifestation contre la publicité et notamment contre l'invasion des écrans publicitaires dans les transports. Donc voilà un agenda social très chargé cette semaine à Lille, avec en ligne de mire la grève du 5 décembre contre la réforme des retraites. Merci beaucoup Alex. Une petite réaction avant qu'on parle des municipales à Lille, Marc-Philippe. Oui, c'est vrai que la manifestation sur les violences faites aux femmes a été très suivie dans le Nord, c'est un vrai sujet. L'autre réaction que je voudrais avoir, c'est sur la question des transports, vous voyez, qui est la question majeure des grandes agglomérations et de l'agglomération de Lille aussi. On a des thromboses de circulation, on a des problèmes qui doivent se conjuguer avec la lutte contre les gaz à effet de serre. Et si j'avais un conseil à donner, je pense au Black Friday, vous voyez, Amazon, etc., qui vous dit je vous livre tout en 24 heures, ce serait de revoir les plans de messagerie, c'est-à-dire les derniers kilomètres où on livre les choses. On peut changer les modes de vie là-dessus. On pourrait livrer par exemple dans tous les bureaux de poste des pick-up pour livrer les colis qui sont achetés par Internet et empêcher que des tas de voitures circulent dans nos rues uniquement pour apporter un ou deux petits colis. Ça ferait beaucoup moins de pollution et ce serait nettement mieux pour la non-thrombose des agglomérations. J'ai des propositions là-dessus. Ah, bah alors, on va parler de cette candidature à la mairie de Lille. Vous le disiez, vous étiez maire de Lambersart oui. pendant des années, commune voisine. J'étais député du Vieux-Lille. En même temps que j'étais maire de Lambersart. À l'époque, on avait le droit d'être député et maire. Et maire, voilà. C'est plus le cas. En attendant, du coup, une partie de la droite locale dénonce de votre part un parachutage à Lille. Qu'est-ce que vous dites et comment vous allez faire pour réunir cette droite? Une partie de la droite locale. Excusez-moi, vous avez 3 personnes qui aujourd'hui se montrent à chaque fois à 3. On essaie de voir où sont leurs troupes. Qui m'ont demandé il y a 1 an et demi de venir me présenter à Lille avec eux, qui savent très bien que je suis tout sauf un parachuté. Je suis né à Lille, j'ai fait mes études à Lille, j'ai été pendant près de 10 ans le premier vice-président de la métropole de Lille aux côtés de Pierre Mauroy. J'ai été pendant 25 ans député de Lille. J'ai habité 4 ou 5 quartiers différents de la ville de Lille. J'ai vécu plus longtemps à Lille que Madame Aubry. Stop, ça va quoi. Et donc, vous n'aurez pas de problème pour réunir cette droite locale, ça ne vous inquiète pas? Moi, je ne me trompe pas d'adversaire. Voilà. Je dis à tous mes amis de la droite et du centre, tout le monde sait, je représente plutôt l'aile humaniste des Républicains, je leur dis notre adversaire à battre, c'est Madame Aubry. Nous avons des ennemis, ce sont les extrêmes. Aucune compromission avec les extrêmes. Concentrons-nous sur nos adversaires. Il est encore temps pour eux de me rejoindre s'ils le veulent. Je pratique le pardon des offenses. Je suis un démocrate chrétien. Donc votre adversaire, c'est Martine Aubry. Bien sûr. Vous l'avez ciblé. Les socialistes Aubry, détiennent la ville. Oui. Les socialistes détiennent la ville depuis 1955. Oui. Vous dites, mon adversaire, c'est Martine Aubry, mes ennemis, ce sont les extrêmes. Oui. Est-ce que pour battre Martine Aubry, vous pourriez vous allier avec La République En Marche? Je pourrais m'allier avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs humanistes que les miennes, sous réserve bien sûr que le projet que nous présentions soit compatible. Alors on a des vraies questions. Et vous discutez avec La République En Marche? Je regarde ce qui se passe, je discute et je vois qu'effectivement pour l'instant, du côté de La République En Marche, le projet qu'il présente est compatible avec le mien. Mais évidemment que si nous voulons gagner, il faut que nous nous rassemblions. Je critique la politique de M. Macron, je viens de le faire et je vais continuer à le faire. Mais pour autant, notre adversaire, c'est Mme Aubry, que je respecte.
parce que cette dame est une dame qui travaille beaucoup, qui a fait des choses pour l'île. Elle a un grand défaut, c'est qu'elle est totalitaire, elle n'admet pas la contradiction. Et vous savez, pour avoir été maire pendant près de 30 ans, je sais que si on veut avancer, il faut faire du consensus. C'est ce que faisait Pierre Mauroy et ce que fait pas Martine Aubry. Donc vous dites oui, ça peut passer par une alliance avec La République En Marche. Ça passe par des personnes qui partagent des valeurs démocratiques, qui rejetteront toujours les extrêmes, et avec un projet commun, qu'on travaille d'abord avant de faire des alliances politiciennes. On regarde si nos projets sont compatibles. Un mot sur les municipales en général, pour les Républicains. Vous étiez largement vainqueur en 2014. Mais il n'y avait pas La République En Marche. Voilà, mais justement, est-ce que vous pouvez sortir vainqueur de ces municipales en 2020 ? Je pense qu'on peut maintenir un certain nombre de nos positions. Je pense que beaucoup de maires de chez nous ont été des bons maires et qu'on voit bien dans les sondages qui se profilent que La République En Marche ne va pas faire les scores qu'elle a fait aux européennes ou qu'elle a fait aux présidentielles, aux municipales. Alors, donc vous dites qu'il n'y avait pas La République En Marche en 2014, mais pour vous, c'est un danger ou pas La République En Marche là en 2020 ? Je pense que La République En Marche devrait quand même se regarder dans la glace et voir que le en même temps et en même temps, ça ne marche pas et qu'il faut faire des alliances claires avec des personnes qui partagent des choses avec vous. On peut effectivement, dans un certain nombre de communes, faire des alliances avec La République En Marche, mais une volonté d'hégémonie, je pense qu'ils n'y arriveront pas. C'est sûr qu'on va probablement perdre un certain nombre de mairies, ne pas en gagner d'autres, parce qu'on n'est plus dans le même état. On est en pleine convalescence. Il faut être lucide sur la situation après l'épisode Fillon. On l'a pris tous dans la figure, il faut être clair. Donc on n'est plus dans le même état de santé qu'on avait à l'époque. Donc on va sans doute ne pas conserver toutes nos positions, mais on va en conserver un bon nombre, parce qu'on a de bons maires et qu'on a de bons candidats. Et que vous êtes plutôt confiant. Merci beaucoup. Voilà. Merci Marc-Philippe Daubresse d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, c'est l'invité politique Gilles Legendre, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Avant de l'entendre, on va regarder un extrait d'Audition publique. C'est l'émission politique des chaînes parlementaires. Hier soir, Francis Letellier recevait la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Et puis, vous allez voir que la réforme de la carte judiciaire a donné lieu à un échange mouvementé entre la ministre et 2 parlementaires, le sénateur Les Républicains Jérôme Bascher et le député de la France Insoumise Hugo Bernalicis. On regarde. L'un de vos conseillers a envoyé un mail à un conseiller du Premier ministre sur les futures affectations de magistrats suivant les résultats des élections dans un certain nombre de communes. Moi, Madame la Ministre, ma question elle est simple. Vous avez estimé que c'était une maladresse, je crois que ce sont vos mots. J'ai même prononcé le mot d'erreur. Une erreur, très bien. Quelle a été la sanction pour ce conseiller, quelle a été la sanction, vous voyez, pour le procureur? Il y a un moment, les Français ne comprennent plus, Madame la Ministre, que parce qu'on est en cabinet ministériel, et je sais très bien ce que c'est, vous ne soyez pas sanctionné. Je comprends que vous n'ayez pas été mis au courant, c'est presque ce que vous nous avez dit. Donc, quelle est la sanction que vous avez prononcée en disant il y a une erreur majeure, une faute lourde? Madame la Ministre, on va être entre nous. Non, on n'est pas entre nous. Non, entre nous. Je sais ce que je dis. Dans n'importe quelle démocratie occidentale, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, aurait sauté dans les 24 heures. Il est important, quand on travaille dans un cabinet depuis 2 ans et demi, avec des gens qui travaillent, vous le savez, énormément, puisque nous sommes 10. C'est la première fois que nous sommes 10 dans un cabinet. Moi, c'est-à-dire aussi peu, c'est ça que vous voulez dire. Je fais confiance à mon cabinet et qu'une erreur mérite d'être une erreur de ce niveau-là. Mais elle n'a été suivie d'aucun effet. Elle n'a été suivie d'aucun effet, monsieur le sénateur. Est-ce qu'il y a eu sanction? Est-ce qu'il a été sanctionné, ce conseiller? Mais non, il n'a pas été sanctionné. Parce qu'il y a eu une fuite, Madame la Ministre, sur ce sujet. C'est différent. Vous parlez de... il y a eu une fuite sur une erreur majeure, et c'est pour ça que vous dites que vous ne sanctionnez pas. Ça me rappelle furieusement l'affaire Benalla, dans laquelle c'est parce qu'il y a eu une fuite qu'il y a eu une sanction. Vous cherchez à tout mélanger. Non, moi, je dis clairement, j'ai confiance dans mon cabinet. Il y a une sanction, Madame la Ministre. J'ai confiance dans mon cabinet, je le redis ici clairement, et je maintiens cette confiance. En revanche, sur le fond de l'affaire, je suis intransigeante. Les décisions concernant la justice, comme les décisions publiques, ne se font absolument pas sur des critères partisans. Voilà. Maintenant, Hugo Bernalicis, vous vouliez parler de la situation dans les prisons. Oui.
Oui, mais c'est quand même inquiétant qu'à chaque fois, la défense de Madame la ministre, c'est je le dis, mais au mépris des faits, quoi. D'accord. Mais non, au mépris des faits, Madame la ministre. Eh ben, on verra quand vous supprimerez les juges d'instruction après les élections municipales. Mais il sera trop tard. Vous allez surveiller la carte des suppressions de juges. Mais tout le monde la surveille déjà. J'imagine qu'il doit y avoir des tas de remontées auprès du cabinet de la garde des Sceaux sur le sujet. Oui, bon, alors... Non, mais je m'aperçois que vous n'avez aucun fait précis à me citer, parce qu'il n'y en a pas. Si, il y a un mail qui est très précis. Je ne parle pas de ça. Je dis dans les faits, qu'avez-vous à montrer qui relève de critères partisans? Rien. Parce que rien ne relève de critères partisans. Bien. Notre invité politique ce matin, c'est Gilles Legendre. Bonjour. Bonjour. Député de Paris, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Patrice Moyon de Ouest France. Bonjour Patrice. Bonjour Oriane. Bonjour. On va commencer avec ce plan présenté hier par Édouard Philippe pour lutter contre les violences conjugales, une enveloppe de 360 millions d'euros. Les associations demandaient 1 milliard. Est-ce que c'est un plan à minima qui a été présenté hier ? Tout le monde sait que ça n'est pas qu'une question d'argent. Il faut l'argent, et on le met, et on l'augmente, mais il faut plein d'autres choses. Et je trouve que ce qui s'est passé depuis 3 mois est exemplaire de ce qu'est de la responsabilité politique sur un sujet crucial qui nous bouleverse tous et sur lequel toute la majorité s'est engagée. Le groupe que je préside... C'est exemplaire. Pourtant, il y a 3 ministres qui ont publié une tribune dans le Parisien disant que le compte n'y était pas. Non, attendez, ça ne se mesure pas en millions. Quand on va travailler de façon très active sur la question de l'éducation, et notamment l'éducation des plus jeunes, pour bousculer un certain nombre de modèles qui ancrent dans le passé la banalisation des actes de violence, quand on va travailler sur la question de l'autorité parentale, quand on a voté, ça a été fait par l'Assemblée nationale récemment, le bracelet anti-rapprochement, quand on multiplie les centres d'hébergement pour que les femmes victimes de violences puissent trouver refuge, quand on va travailler aussi sur les auteurs de violences pour faire en sorte d'extirper le mal qui les habite. Ça, ce sont des mesures qui ne se calculent pas en millions, qui ne se calculent pas en dizaines de millions, qui se calculent en changement de mentalité. Le poison de la violence conjugale est quelque chose qui est profondément ancré dans un certain nombre de modèles éducatifs, modèles conjugaux, qu'il faut combattre avec la dernière énergie. Une société ne peut pas vivre en paix avec un meurtre de femmes tous les 2 jours. Ça n'est pas possible. Gilles Legendre, ce plan arrive alors que le Parlement a voté la proposition de loi Pradié. L'opposition parlementaire serait plus efficace ? Non, parce que comme vous le savez, la proposition de loi d'Aurélien Pradié a été votée à une écrasante majorité et a été négociée et discutée avec le groupe que j'ai l'honneur de présider. Mais l'opposition a présenté des mesures avant le gouvernement. Oui, mais tant mieux. Il y a urgence. Tant mieux. Et j'espère que d'ailleurs la loi va être définitivement adoptée. La question des violences conjugales ne supporte pas la moindre instrumentalisation politicienne. C'est une cause qui doit tous nous réunir. Un mot sur Nicole Belloubet qu'on entendait avant votre interview. Elle n'est pas favorable à la reconnaissance du féminicide dans le code pénal. C'est ce qu'elle a dit hier sur notre antenne. Mais elle attend des propositions des parlementaires sur ce sujet. Est-ce que votre groupe va en faire ? Mais non seulement notre groupe va en faire, mais les suites du Grenelle des violences conjugales qui ont été annoncées par le Premier ministre et par Mme Marlène Schiappa hier, va donner lieu à une proposition de loi, c'est-à-dire d'origine parlementaire, de notre groupe, sur laquelle nous sommes en train de travailler et qui sera discutée à la fin du mois de janvier, dans la semaine qui nous est réservée à l'Assemblée nationale. Nous sommes en train d'y travailler. Je ne peux pas vous dire encore exactement dans les détails tout ce que nous y mettrons, mais ça sera la droite ligne de ce qui a été présenté hier par la ministre et par le Premier ministre, en complément de ce qui a été voté en avance dans le cadre de la proposition Pradié. Et qui pourrait contenir la reconnaissance du féminicide dans le code pénal. Nous allons regarder, vous savez, c'est une question de terme, c'est une question sémantique. Il est important que ce terme ait surgi dans le débat public pour solenniser le scandale absolu qui est le meurtre des femmes du fait de leur compagnon ou de leur ex-compagnon. Ensuite, sa traduction juridique peut répondre à des contraintes nouvelles, mais ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est les moyens dont nous allons nous doter pour lutter contre ce fléau de façon efficace. Et vous nous dites proposition de loi fin janvier. Oui. Alors l'actualité, c'est bien sûr celle des retraites. Édouard Philippe reçoit les partenaires sociaux, c'était hier et aujourd'hui. Est-ce qu'il y a urgence véritablement? On sent que la tension est en train de monter dans ce pays. Non. Il faut
absolument garder notre sang-froid. Et je pense que les annonces qui vont avoir lieu d'ici une quinzaine ou une vingtaine de jours de la part du Premier ministre, de la part du Haut-Commissaire, permettront de clarifier les choses. Pourquoi est normal, une vingtaine de jours après la grève, dans les jours suivant la grève, je pense que nous serons capables de faire atterrir un certain nombre de propositions. Mais vous attendez la grève, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'annonce à l'issue du séminaire gouvernemental de dimanche, par exemple? Écoutez, peut-être qu'il y aura au moins l'annonce d'un calendrier et l'annonce de grands principes. Je pense qu'il importe maintenant que nous atterrissions, pour parler de façon un petit peu familière. Et il est normal que dans une période de discussion, de négociation, de concertation, nous soyons dans l'incertitude, que plusieurs options soient sur la table, puisque le propre d'une négociation, c'est d'y rentrer avec l'esprit d'ouverture, ce qui nous a caractérisés. Maintenant, il faut revenir à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est que depuis 25 ans, notre pays est malade de ses retraites et que tous les 5, 6, 7 ans, on est obligé de rouvrir le dossier avec un niveau anxiogène maximum et la certitude que quoi qu'on fasse, et des choses ont été faites par les majorités qui nous ont précédés, mais quoi qu'on fasse, cela ne suffira pas. Cela ne suffira pas à lutter contre les profondes injustices du système. Vous les connaissez parfaitement. Les hommes sont suravantagés par rapport aux femmes, les carrières régulières suravantagées par rapport aux carrières heurtées, les femmes avec 3 enfants suravantagées par celles qui n'en ont qu'une ou 2. Certains régimes font apparaître des différences criantes que rien ne justifie en matière de conditions de travail sur l'âge de départ à la retraite, sur les montants de pension. Il faut donc maintenant passer dans un régime universel qui permettra de faire en sorte que nous soyons dans un régime équitable. Oui, mais il y a un sentiment de grande confusion qui règne aujourd'hui. On ne sait pas quelle est cette réforme. Est-ce qu'elle porte sur la question de l'équilibre économique? Est-ce qu'elle porte sur la justice sociale? Plus personne ne comprend rien. Il y a un sondage à la une de Libération ce matin qui dit que 64% des Français pensent que Macron ne comprend pas les réalités sociales de ce pays. Eh bien, nous allons apporter la démonstration du contraire. Parce que cette réforme, précisément, elle va permettre de résoudre un certain nombre de difficultés que les Français, dans les mêmes majorités, avec des majorités plus écrasantes, pointent comme insupportables. J'ai parlé de la question des inégalités. Il y a le fait que ces régimes actuels sont illisibles. Ils étaient faits pour une époque où on restait toute sa vie dans la même carrière, parfois même dans la même entreprise. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. On comprend bien la philosophie de votre réforme, mais vous parlez d'un niveau très anxiogène. Est-ce que vous ne l'entretenez pas en n'étant pas clair sur cette réforme? C'est pas que nous ne sommes pas clairs, nous sommes extrêmement clairs sur les principes de la réforme qui, eux, sont intangibles. Les syndicats, les partenaires sociaux nous ont demandé de pouvoir négocier les modalités. Ils vous demandent aussi plus de clarté, plus de lisibilité. Mais la clarté viendra naturellement à l'issue de ces négociations. Si nous étions rentrés dans un système complètement bouclé, à juste titre, les partenaires sociaux auraient pu nous dire « Mais attendez, vous nous dites que vous négociez, en fait, il n'y a rien à négocier. » Il faut distinguer ce qui fait les principes de la réforme. Régime universel, régime par répartition, bien sûr. Le fait que, évidemment, on instaure un régime par points. Tout le reste est négociable, notamment la question des transitions, des périodes d'application, précisément pour faire en sorte que les régimes qui aujourd'hui sont extrêmement disparates puissent progressivement converger vers ce régime universel unique. Édouard Philippe sera ce soir devant les parlementaires de votre majorité, vous nous le confirmez? Oui, nous avons souhaité cette réunion qui intervient exactement à l'issue des grandes concertations que le Premier ministre a conduites hier et qui vont se poursuivre aujourd'hui. Réunion qui rassemblera la République En Marche, le MoDem et aussi les sénateurs de la République En Marche, avec le Premier ministre, le Haut-Commissaire et la ministre des Solidarités et de la Santé. À la salle Victor Hugo, à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Alors, est-ce qu'il y a un besoin de rassurer les parlementaires de votre majorité? Est-ce qu'il y a une inquiétude sur ce que sera ce mouvement du 5 décembre? Écoutez, nous n'avons pas à être inquiets. Nous n'avons pas été élus pour porter de l'inquiétude. Nous avons été élus pour écouter les Français. Ce que nous faisons, nous, particulièrement députés, depuis le début de ce chantier retraite, c'est-à-dire depuis bientôt 2 ans, nous avons été associés de très près par le Haut-Commissaire à tout ce travail d'élaboration de cette architecture du nouveau régime universel. Nous sommes là pour proposer des solutions, nous les construisons avec le gouvernement. Mais pas d'inquiétude sur le 5 décembre et cette mobilisation qui s'annonce forte? Vigilance, certainement. Mais vous savez, le 5 décembre, on est en train d'en faire une sorte de monstre. Ce n'est pas ça.
Les choses sont beaucoup plus claires que ça. Mais vous ne craignez pas un blocage du pays ? Le 5 décembre, c'est une grève des régimes spéciaux. Je peux le comprendre. Alors ça, c'est ce que je dis, c'est la petite musique qu'on entend dans l'exécutif et dans le gouvernement. Est-ce que vous ne cherchez pas à diviser ? Mais certainement pas, puisqu'au contraire, nous voulons rassembler, réunir l'ensemble des Français dans un régime unique, et nous sommes capables de le faire avec les transitions qui font que ceux qui aujourd'hui font grève parce qu'ils ont peur d'y perdre puissent être rassurés sur le fait qu'ils n'y perdront pas. Oui, mais c'est ça que nous sommes en train d'essayer de réussir. Et Gilles Legendre, vous aviez un soutien, c'était celui de la CFDT. Laurent Berger lui-même est en train de durcir le ton. Est-ce que vous n'êtes pas vous-même en train de créer les conditions de l'affrontement dans ce pays ? Mais pas du tout. Mais c'est un leitmotiv. Il n'y aura pas d'affrontement dans ce pays parce que précisément, nous sommes dans une attitude d'écoute, de négociation et de concertation permanente. Mais je prends l'exemple de la CFDT. La CFDT soutient parfaitement les principes de la réforme. Le point de divergence qui existe sur la CFDT, c'est le rythme de rétablissement des comptes du régime de retraite. Et je voudrais en dire un mot. Nous avons dit qu'en effet, le régime de retraite devait être équilibré. Mais nous ne le faisons pas par quelque obsession financière ou rigoriste que ce soit. C'est pas ça la question. C'est que si nous laissons les régimes de retraite aller à volo sur le plan financier, ça signifie quoi ? Ça signifie que pour pouvoir maintenir des conditions anormales pour les actuels retraités, nous faisons peser sur les jeunes qui rentrent sur le marché du travail ou qui viennent de rentrer sur le marché du travail une charge insupportable pour dans 10, 15, 20, 30 ans. Est-ce que c'est ça que nous voulons ? Puisque vous dites que vous voulez de la négociation et du dialogue, est-ce que la conférence sociale proposée par les centristes, par les deux groupes centristes au Parlement, finalement, c'est une bonne idée ? Le motif de la conférence sociale, c'est-à-dire poser la question du partage de la valeur, comme on dit, la question des inégalités dans le pays, nous y sommes parfaitement ouverts. Mais ça n'est pas ça le sujet aujourd'hui. Mais vous êtes ouvert à cette conférence sociale, parce que Matignon semble y être fermé. Vous dites, c'est une bonne idée, je vous ai dit le contraire. Je vous ai dit que sur le principe, sur le motif de la conférence sociale, je le trouve intéressant. Sur l'opportunité de la conférence sociale, je ne la partage pas. Aujourd'hui, nous sommes sur un sujet qui est très clairement circonscrit, c'est la question de la réforme des retraites. Mais sur le partage de la valeur, nous avons fait beaucoup. Qui a augmenté le salaire net dans notre pays ? C'est nous, avec notamment la baisse des charges sociales. Qui a augmenté massivement la prime d'activité et le recours à la prime d'activité, qui fait qu'aujourd'hui 4 100 000 personnes ont accès à cette prime d'activité. C'est nous qui avons défiscalisé, désocialisé les heures supplémentaires. C'est nous, donc nous sommes conscients qu'il y a un problème de revenus pour un certain nombre de nos concitoyens et nous y apportons des réponses depuis un moment. Est-ce qu'il faut une grand-messe complète sur l'ensemble des questions du partage de la valeur ? Pourquoi pas, mais pas maintenant. C'est une question de calendrier. Un dernier mot sur ce sujet, la proposition de loi de Bruno Retailleau qui souhaite garantir, obliger même les services publics à un service minimum les jours de grève, quitte à réquisitionner des grévistes. Est-ce que c'est une proposition de loi que vous rejetez d'emblée ? C'est une proposition qui ne va pas dans le sens de l'apaisement. Aujourd'hui, notre société et les personnes qui sont inquiètes pour l'avenir de leurs enfants ou pour l'avenir de leur retraite ont besoin d'apaisement, n'ont pas besoin de chiffon rouge. Nous devons très clairement être fermes sur la réforme, faire en sorte qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute sur le fait qu'elle s'appliquera, que le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, la majorité sont déterminés à ce que cette réforme voie le jour, mais dans un climat d'écoute et d'apaisement qui pèse aussi lourd que la détermination à la faire. Ne va pas dans le sens de l'apaisement, c'est ce que vous dites. On va parler de votre groupe à l'Assemblée nationale. Oui, plus de 10 députés ont quitté votre groupe. Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements ? Est-ce qu'il y a un problème au sein de La République En Marche ? 10 députés en près de 3 ans, en 2 ans et demi. Est-ce qu'il y a un risque d'hémorragie interne ? Non. 10 sur 314 au départ, ça ne s'appelle pas une hémorragie. Mais vous n'êtes pas inquiet, il n'y en aura pas d'autres ? Je ne peux préjuger de rien et mon job consiste précisément à ce qu'il y en ait le moins possible. Mais nous venons tous, nous sommes entrés en politique à 75% sans avoir jamais exercé le moindre mandat, sans nous connaître, venant d'origines géographiques bien sûr, mais aussi sociologiques, professionnelles, très différentes. Nous avons réussi à bâtir un collectif formidable qui depuis 2 ans et demi transforme le pays de façon hyper ambitieuse comme ça n'avait jamais été fait dans les années précédentes. Ça, c'est quelque chose qui est à l'actif.
Que certains, dans ces circonstances-là, puissent se sentir moins à l'aise, inconfortables, ou en conflit avec des engagements passés, sur des proportions qu'ils n'avaient pas mesurées, c'est tout à fait acceptable et tout à fait légitime. N'y voyez aucun sens politique d'envergure. Alors quand même, certains critiquent les méthodes de La République En Marche, le manque de débat interne au sein du groupe. C'est faux, c'est totalement faux. Le débat existe en permanence. J'ai créé en septembre 24 groupes d'animation politique sur les 24 grands thèmes ou chantiers qui ont trait à l'acte 2 du quinquennat. Et ces groupes d'animation politique qui rassemblent des députés d'horizons différents, mais surtout de commissions différentes, visent précisément à faire vivre le débat. Et ces groupes sont hyper populaires au sein de mon groupe. Donc le débat, il est constitutif de La République En Marche. Est-ce que c'est vrai quand même que vous avez missionné 2 députés pour éviter de nouveaux départs ? Ou pas? Où vous avez lu ça? J'ai lu ça, Florent Boudier et Nicolas Desmoulins qui auraient été missionnés par vous, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est totalement inexact. Bon, voilà, comme ça. Non mais je vois d'où vient la confusion. Florent Boudier est chargé, comme un de mes vice-présidents, de suivre le dossier des municipales. Et d'éviter que les déçus des municipales ne quittent le groupe. Non, non, c'est pas ça. Il fait en sorte que la gestion des municipales, qui forcément va impacter la vie du groupe, ne serait-ce que parce que s'il y a des députés en campagne, ils seront là moins souvent, on puisse évidemment pallier vous nous dites ce matin absence. Que c'est faux, les choses sont claires. Un mot sur ce qu'il s'est passé. Il y a eu des renouvellements au sein de la République En Marche, à la tête du groupe, à la tête des présidences de commission. Il y a un problème au sein de la commission des affaires étrangères. Des affaires européennes. Pardon. La présidente Sabine Tillet refuse de quitter son poste alors que Pierre-Alexandre Anglade a été nouvellement désigné. Comment vous allez faire? Eh bien, écoutez, nous sommes en train d'organiser une sorte de médiation pour voir quelles solutions nous pouvons trouver. Madame Tillet n'a pas souhaité respecter les règles internes du groupe qui avaient prévu le renouvellement ou la possibilité de renouvellement des postes à la mi-mandat. Nous nous y sommes tous pliés. Je m'y suis plié alors que j'avais été élu président fort tard. Donc la règle a été appliquée par tout le monde, sauf par elle. Ça pose un problème de principe. Nous allons essayer de trouver une solution. Comment vous allez trancher? Vous ne pouvez pas l'obliger à partir? Nous allons trouver des solutions. Vous savez, de temps en temps, il faut faire confiance à la bonne volonté et au bon sens des gens. Est-ce que la situation actuelle renforce le poids du MoDem? Pourquoi donc? Parce que ça devient un allié peut-être de plus en plus indispensable pour vous. Mais pourquoi? Le MoDem pour votre majorité. Mais il n'y a pas de plus ou moins indispensable. Le MoDem est un allié indispensable depuis la première heure, ni plus ni moins. Aujourd'hui, nous entretenons d'ailleurs les meilleures relations entre les deux groupes. Et alors, entre ces deux présidents, moi, je suis en contact permanent. Nous nous voyons toutes les semaines avec Patrick Mignola. Ce soir, nous avons fait mention de cette réunion un peu spéciale sur les retraites. Nous la conduisons ensemble avec Patrick. Les municipales, Emmanuel Macron invite les ministres à s'engager dans la campagne des municipales. C'est une bonne chose et ils vont être nombreux à le faire? Mais écoutez, ça dépend d'eux, ça dépend du mouvement. Vous savez qu'il y a un processus d'investiture dont je ne m'occupe pas vraiment directement. Ça n'est pas mon travail, c'est plus celui de mon ami Stanislas Guerini. Il y aura certainement des ministres qui désirent s'engager à différents niveaux, pas forcément comme tête de liste. Il y a d'ailleurs des députés qui vont aussi pouvoir s'engager, pas forcément comme tête de liste. Vous avez un chiffre à peu près ou pas encore? Non, non, parce que le processus d'investiture n'est pas terminé. Est-ce que cette invitation à s'engager dans les municipales ne traduit pas aussi finalement une déconnexion de la part de La République En Marche par rapport aux réalités locales? Ça, c'est la vieille rengaine à laquelle on a le droit depuis le début, puisque précisément, nous n'avions pas d'élus locaux. Donc, tout le monde en a conclu qu'on était totalement connecté des réalités locales. Est-ce que vous savez quand même que dans le groupe que je préside, donc les 304 députés, il y en a 50 qui avaient déjà exercé un mandat de maire? Et vous croyez qu'ils restent silencieux dans la vie de notre groupe? Vous croyez qu'ils ne sont pas là à lever la main en disant « Attention, là, vous partez dans la mauvaise direction, vous oubliez la réalité. Moi, j'ai été maire pendant X années. Je sais que ce que vous dites là, ça n'est pas exact. Il faut voir les choses différemment. » Et on progresse dans tout ça. Les députés qui, en effet, n'avaient pas une connaissance très approfondie des sujets territoriaux, ils l'ont beaucoup plus 2 ans et demi après. Et à Paris... Et par ailleurs, nous avons pris le sujet à bras-le-corps avec des dispositifs législatifs. Un que nous allons voter de manière solennelle cet après-midi, à l'issue de la première lecture, la fameuse loi Le Cornu, engagement et proximité, que vous avez débattu au Sénat il n'y a pas longtemps. Et largement voté. Et largement voté. Et puis il va y avoir un deuxième acte
la loi présentée par Jacqueline Gourault, décentralisation, déconcentration, différenciation. Vous avez vu d'ailleurs que les maires sont extrêmement attentifs à toutes ces dispositions, démontrant en effet que... Gilles Legendre, il nous reste 30 secondes. Il nous reste 30 secondes. Vous êtes député de Paris. À Paris, il y a toujours Cédric Villani, Benjamin Griveaux. Est-ce qu'en laissant les choses telles quelles, vous faites une croix sur Paris? Certainement pas. J'étais au meeting de Benjamin Griveaux hier soir au Théâtre du Gymnase, au cours duquel ont été investis 8 têtes de liste, dont 2 dans ma circonscription, dans le 5e arrondissement, dans le 7e arrondissement. Nous sommes dans une campagne électorale qui est lancée à pleine allure, avec la volonté de gagner. Et nous gagnerons d'autant plus facilement si nous arrivons à nous réunir. Ça, c'est mon obsession. Nous n'y sommes pas encore arrivés. Pas d'exclusion de Villani. Nous sommes en novembre, l'élection est en mars, en 4 mois. En politique, c'est une éternité. Bon, là aussi, vous avez encore bon espoir. Merci beaucoup, Gilles Legendre, d'avoir été avec nous ce matin. Demain, à votre place, ce sera la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui sera avec nous. Merci, Patrice Moyon. Et tout de suite, on passe au Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Le Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés Radio. Aujourd'hui, avec la bande, nous parlerons d'Édouard Philippe qui reçoit les partenaires sociaux pour parler de la réforme des retraites avant la mobilisation du 5 décembre. Et puis, on parlera des conclusions du Grenelle des violences conjugales. Les mesures ont été annoncées hier. Mais avant cela, vous le savez, c'est l'heure de notre reportage en région. Allez à votre rencontre parce que l'actualité, ça se passe chez vous. Et toute la semaine, nous sommes dans les Côtes-d'Armor. Aujourd'hui, rencontre avec d'irréductibles gilets jaunes. Ils continuent à occuper les ronds-points. Cécile Sixou et Jonathan Dupriez ont suivi le leader du mouvement à Saint-Brieuc. Il s'appelle Tristan Lozac. Sa colère est toujours là, mais ce mouvement des gilets jaunes n'a pas été sans conséquences sur sa vie. Vous allez le voir dans ce reportage. Voilà, la pancarte. Allez, là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils nous lâchent pas. On est ici à Plérin, sur un rond-point à quelques kilomètres de Saint-Brieuc. Un an après la naissance du mouvement des Gilets jaunes, le 17 novembre 2018, quelques irréductibles ont décidé de se donner rendez-vous. Et notamment Tristan Lozac, l'une des figures emblématiques du mouvement ici dans la région. On va aller le voir. Macron nous fait la guerre, hein. Et sa police aussi. Bonjour Tristan, il y a un an les mobilisations ont débuté sur ces ronds-points. Il y a une chose qui a déjà changé depuis un an, c'est que vous ne portez plus de gilet jaune. À part ça, qu'est-ce qui a changé dans le mouvement ? Je dirais rien du tout. Voilà, ça fait un an qu'on est mobilisé, ça fait un an qu'on demande des choses claires et précises, des revendications pourtant simples, hein, on n'est pas éparpillé dans tous les sens. Ça n'a pas été entendu, donc on continue à être mobilisé et on n'a pas le choix. Vous me dites donc vos revendications, elles n'ont pas changé. Quelles sont-elles ces revendications ? Ce sont les mêmes depuis le 17 novembre 2018. Hein. Ce sont la TVA, 0% sur les produits de première nécessité, une meilleure répartition des richesses, meilleure justice sociale et fiscale. En fait, on demande à pouvoir vivre de notre travail. Que le 15 du mois, on n'ait pas peur de ne pas pouvoir nourrir nos familles alors qu'on travaille. C'est aujourd'hui ça la réalité en France. Il y a un an, sur ces ronds-points, vous étiez des milliers. Aujourd'hui, on le voit, vous êtes une trentaine. Le mouvement, il s'est essoufflé ? Je dirais, alors, il s'est essoufflé dans la rue sûrement. Par contre, la colère des Français est toujours là. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens ont peur de descendre dans la rue quand vous voyez tous ces blessés qu'il y a pu y avoir, quand vous voyez les amendes qui tombent. Donc les gens forcément ont peur de manifester, pourtant dans un pays où la liberté de manifester est inscrite dans la Constitution. Après 30 minutes de mobilisation, tous les gilets jaunes sont partis dans un endroit secret. Et nous, Tristan, on va vous suivre chez vous pour savoir un petit peu comment ce mouvement est né ici à Saint-Brieuc.
Tristan, ici, tout a démarré sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu comment ça s'est passé? J'avais vu une vidéo donc, de M. Douret qui appelait à manifester le 17 novembre. Et puis de là, je me suis dit pourquoi pas en fait lancer la même chose donc, à Saint-Brieuc. Et donc j'ai créé la page Le Pouvoir du Peuple qui a tout de suite fonctionné. Les gens peuvent en fait partager tout ce qu'ils veulent. Hein. Donc là, par exemple, Gilets jaunes, donc là c'est nous, la préfecture interdit toute manifestation à Langueux et Brésillet. Et c'est tombé hier. Du coup, ça vous a pris beaucoup de temps, ça a changé un petit peu votre vie au quotidien? Ça a changé ma vie de A à Z en fait, sur tous les points, sur ma vie privée, sur mon travail, sur tout en fait. Hein. Il a fallu que j'arrête de travailler, j'ai été conseiller funéraire. Et aujourd'hui, maintenant quand je postule, les entreprises me refusent. Donc oui, ça a pris beaucoup de place au niveau familial, le travail et justice. À quoi vous pensez exactement? Écoutez, ça va être plus simple, hein, je vais vous montrer directement. Donc j'ai ma petite chemise, voilà, avec toutes mes condamnations. Donc là, vous avez par exemple une contravention parce que j'ai été à Langueux, donc de 135 €. Voilà. Là, c'est un relevé donc, de condamnation pénale, donc 127 €. Tristan qui a été condamné à 70 jours de travaux d'intérêt généraux, mais aussi à 3 000 € d'amende depuis le début du mouvement, compte lever le pied et se mettre en retrait de son rôle de leader du mouvement des Gilets jaunes ici à Saint-Brieuc pour retrouver une vie de famille, mais aussi un emploi. Voilà pour ce reportage. Prochain épisode. Demain, nous serons à Loudéac pour suivre des Gilets jaunes qui tentent de mobiliser pour la manifestation du 5 décembre. Ce sera à suivre demain à 7h06 dans Bonjour chez vous. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être là. On va parler de cette mobilisation sociale, mais on va d'abord réagir à ce reportage. On entend Tristan Lozat, qui est donc le leader du mouvement des Gilets jaunes à Saint-Brieuc, dire « La colère est toujours là, rien n'a changé », Louis Ossalter. Oui, même si on voit qu'ils sont plus que quelques-uns sur les ronds-points, qu'effectivement, en termes numériques, le mouvement s'est largement essoufflé. Comme tout mouvement social, c'était quand même un mouvement social d'ampleur, celui qui a eu le plus d'ampleur depuis des années, et à la fois par numériquement et aussi par sa nature. C'est un mouvement qui a échappé à tout cadre syndicaux, aux grandes structures collectives classiques. Je pense effectivement que les raisons de la couleur sont toujours là. Je pense que les Gilets jaunes, c'est un moment marquant. Ça restera un moment marquant dans l'histoire. Je pense que c'est un vrai tournant, que ça a été le tournant du quinquennat Macron, que le président lui-même a senti le vent du boulet, et que si, à cause des violences, à cause de ceux qui ont dévoyé ce mouvement, eh bien effectivement, il n'y a plus de manifestations conséquentes, et évidemment, il y a de moins en moins de gens sur les ronds-points, on ne les voit plus. Les raisons profondes de la colère, elles sont toujours là. Ça a été un révélateur pour le gouvernement, ça a été un révélateur d'une certaine déconnexion, d'une certaine absence de prise en compte de populations qui travaillent mais qui se sentaient déclassées ou alors guettées par le déclassement, parce que le ressenti était très important dans cet épisode-là. Donc voilà, après, est-ce qu'on a vu depuis les réponses concrètes au-delà des 17 milliards d'euros qui ont été concédés par Emmanuel Macron au plein cœur de ce moment, est-ce que dans la prise en compte par les responsables politiques de la nature de ce mouvement, de la nature de cette colère qui demeure, on en voit des résultats concrets, tangibles? J'en suis pas sûr, et à vrai dire, je suis pas sûr qu'on ait ce débat avant l'élection présidentielle prochaine, parce que c'est vraiment un débat d'élection présidentielle. La façon de réconcilier le pays, pour l'instant, c'est évidemment pas le cas, et Emmanuel Macron a reconnu lui-même qu'il n'avait pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants. Ça va être un enjeu d'ici à 2022, c'est évident, le débat continue. Vous êtes d'accord, Yves? Oui, c'est sûr. Non, ils ont obtenu beaucoup de choses. Il ne faut quand même pas exagérer. Hein. La politique du gouvernement a complètement changé. C'est-à-dire que c'était une politique de l'offre et on est parti sur une politique de la demande avec un ton et une arrogance qui se sont un peu dissipés. Mais vous savez, ce qu'on a vécu en France avec les Gilets jaunes, c'est ce que sont en train de vivre tous les pays du monde. Je dis bien du monde, pas uniquement du monde occidental. Regardez ce qui se passe au Liban. Regardez ce qui se passe à Hong Kong, c'est complètement différent parce que là, il s'agit de préserver, enfin surtout de revendiquer et de préserver un statut qui est plutôt menacé. Mais regardez ce qui se passe en Amérique du Sud. Regardez ce qui se passe dans certains pays aussi d'Afrique noire aujourd'hui. C'est en fait la révolte des peuples. Sauf que cette révolte des peuples, elle n'a pas de leader, elle n'a pas de programme. Et elle n'a pas d'avenir, d'une certaine façon. Pourquoi elle n'a pas d'avenir? Elle a un avenir incertain, personne ne le guide, cet avenir-là. Et c'est un peu ce qu'on a vécu, nous autres, en France. On est souvent des précurseurs quand il s'agit de révolte populaire. Et ben, on l'était, là, en gros, parce que c'est vrai que ça a atteint tous les pays.
Je ne sais pas sur quoi ça va déboucher. Ça peut déboucher sur une espèce de ce qu'on appelle l'oclocratie. Vous savez, c'est quand, eh bien, justement, une espèce d'anarchie qui s'installe. Regardez, il y a quand même eu un sondage récemment qui montrait que 3 Français sur 4 étaient prêts soit à voter pour les extrêmes, soit à s'abstenir, soit à voter blanc. Ça veut dire que le système, tel qu'il existe aujourd'hui, il est détesté. Et le mouvement du 5, la grève du 5 décembre pourrait très bien être un mouvement de début, de démarrage de quelque chose d'inédit qui dépasse largement les moustaches de Monsieur Martinez, et on verra ce que ça passe. Allez, on va venir sur ce mouvement du 5 décembre, mais votre réaction, Pierre Dumazeau, à ce reportage, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses dans ce reportage, notamment cette peur de manifester, peur d'aller dans la rue qui se manifeste maintenant chez les Gilets jaunes. Oui, après tout ce qu'on a vu et dont certains subissent encore aujourd'hui les conséquences d'être allés dans la rue, effectivement qu'il y a une peur et c'est normal que numériquement le mouvement soit essoufflé. En revanche, je pense qu'effectivement la colère elle est toujours là, parce que les perdants de la mondialisation, malheureusement, je pense qu'il y en aura toujours et que c'est pas en 5 ans, même en 10 ans qu'on rééquilibre un petit peu la balance, et que effectivement les revendications des Gilets jaunes couplées à celles du 5 décembre prochain peut amener à quelque chose d'assez inédit, parce que au fond, les Gilets jaunes, c'est ça. Le rejet du système, c'est aussi le repenser. Quand on parle de démocratie directe, quand on parle des représentants qui ne seraient plus légitimes, c'est quoi ? C'est tout simplement repenser le système dans lequel on évolue. Le problème, c'est qu'ils ne repensent rien du tout. C'est-à-dire qu'en dehors du référendum d'initiative citoyenne ou du référendum d'initiative partagée, qui est une espèce de tarte à la crème avec laquelle on ne va rien résoudre d'ailleurs, il n'y a rien, il n'y a aucune proposition. Il y a le constat que notre 5e République ne marche plus dans le... Oui, mais c'est comme c'est pas uniquement français cette histoire, c'est aussi oui, mais il faut que nous aussi on tire ce constat. Mais c'est vrai que ce qui est difficile dans notre pays, c'est qu'on n'est pas dans un régime parlementaire, on est dans un régime semi-présidentiel, et c'est un homme ou une femme qui est toujours comptable de tout. Sauf que cet homme et cette femme, elle est indéboulonnable, sauf à... passer par la méthode violente, on peut pas la démettre. Donc, c'est un verrou qui, à mon avis, ne peut sauter qu'à la faveur des élections présidentielles ou d'une démission, d'une élection présidentielle ou d'une démission qui paraît quand même assez improbable. Allez, on va parler de cette réforme des retraites, de cette mobilisation annoncée pour le 5 décembre. Édouard Philippe qui reçoit hier et aujourd'hui les partenaires sociaux pour tenter de déminer le terrain avant cette mobilisation. On va écouter la réaction de plusieurs d'entre eux. C'était hier à leur sortie de Matignon. Depuis la sortie du rapport dont nous avions salué les conclusions, il y a eu des communications diverses qui ont pu créer de la confusion. Donc nous, on est favorable à ce que, en tout cas, les grands principes de cette réforme soient bien clarifiés avant le 5 décembre. La CFDT est favorable à une réforme systémique parce qu'elle peut mettre de la justice et de la lisibilité dans le système de retraite par répartition. Et le Premier ministre a dit, vous savez, cette réforme, c'est un tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager la suite sans parler. C'est-à-dire que les mesures paramétriques sont comprises dans la suite de cette réforme. Et c'est là où il nous a dit, écoutez, de toute façon, ça sera à la rentrée 2020. Louis Osselter, est-ce que Édouard Philippe peut encore déminer le terrain avant cette mobilisation ? Non, parce que là, les trains sont lancés l'un contre l'autre. Je pense que le gouvernement, d'ailleurs, dans ses déclarations depuis ce week-end, en réduisant la mobilisation à une défense d'intérêt catégorielle, à la défense uniquement des régimes spéciaux, joue en fait la stratégie des 2 trains lancés l'un contre l'autre. Il verra après. Voilà, il attend de voir ce que ça donne. Il verra après en fonction des circonstances. Mais quand même, il aurait pu s'épargner peut-être pas la mobilisation sur le principe, mais l'ampleur qui s'annonce dans cette mobilisation. Parce que le problème du gouvernement, c'est que derrière son affichage d'une concertation qui a duré longtemps avec le travail de Jean-Paul Delevoye, le rapport, le problème c'est que dans une première phase, on pouvait croire à la concertation, sauf que depuis le rapport, effectivement, et le président du MEDEF l'a dit, il a raison sur ce point, on a eu des déclarations contradictoires. Clause du grand-père ou pas clause du grand-père, âge pivot ou pas âge pivot, réforme uniquement systémique ou réforme d'âge pour faire des économies. Visiblement, c'est l'intention du gouvernement, mais ce n'était pas dans le programme d'Emmanuel Macron. Toutes ces déclarations contradictoires ont en fait jeté un immense flou qui fait que même les gens qui seraient favorables à une réforme des retraites ne peuvent pas soutenir parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont soutenir. Donc évidemment, les opposants ont un champ extrêmement large pour rassembler, non seulement parce que ça concerne les régimes spéciaux, mais ça risque de concerner l'ensemble des Français, tel que ça concernera l'ensemble des Français. Et en face, le gouvernement n'avance pas avec un projet clair
établi. Il a lui-même semé le doute à travers différentes déclarations. Donc maintenant, voilà, il reporte l'échéance à après le 5 décembre et il devra faire au jour le jour en fonction des circonstances et en fonction de la mobilisation. Et c'est ce flou qui entretient l'anxiété sur cette réforme des retraites auprès des Français ? Bien sûr, on a l'impression d'un espèce de grand foutoir où on ne sait pas exactement où on va. Le gouvernement, en effet, ne sait pas trop lui-même où il va et donc il joue... comme il l'a joué quand la SNCF a fait grève il y a 3 semaines, un mois maintenant. Il joue l'opinion, tout simplement. On commence à parler de Français pris en otage, on lance la menace d'une grève générale avant les vacances de Noël, les Français ne pourraient pas partir en vacances, etc., etc. Donc oui, c'est un espèce de bazar, le gouvernement ne sait pas où il va. Effectivement, là, on ne peut plus rien déminer et je pense que le gouvernement attend de voir, après le 5, ce que ça va donner. Certaines corporations ont déjà annoncé que leur mouvement serait reconductible, à voir à quel point, à quel niveau le pays sera bloqué. D'ailleurs, Gilles Legendre nous le disait il y a quelques minutes à Yves Tréhard, les annonces du gouvernement, ce sera d'ici 15 ou 20 jours, pas de suite. Oui, par avant, bien sûr. Écoutez, c'est vrai qu'il y a un grand flou quant à l'objectif. Enfin, si l'objectif est connu, il y a un grand flou, savoir qu'est-ce qui va bouger. Qu'est-ce qui va se passer le 5 décembre? Pour le moment, moi, ce que je vois, c'est que c'est les bataillons habituels des agents publics et de la fonction publique qui vont être dans la rue. Enfin, je veux dire, c'est toujours les mêmes qui seront là dans la rue, même si c'est vrai, les avocats, les médecins, des professions qui n'ont pas l'habitude de manifester sont inquiètes. Mais vous êtes d'accord avec Geoffroy Roux de Bézieux, ça concerne plus le public que le privé? Évidemment, c'est une manifestation de professionnels de la grève et de l'action sur le pavé. Enfin, je veux dire, vous allez voir, ça va être... Je ne crois pas que vous ayez des milliers de... Alors, en plus, quand on voit que maintenant, il y a les étudiants, vous voyez, les étudiants qui pensent à leur retraite, c'est... Non, c'est vraiment un format qui est assez classique. Là où c'est plus inquiétant, c'est de savoir si on peut faire des réformes dans ce pays. La réforme, elle est assez claire. On dit qu'elle est floue. C'est vrai qu'elle est floue. Mais c'est quand même assez clair dans le flou. Pourquoi? Mais non, on sait très bien. Très macronien. On sait très bien. En même temps, c'est clair dans le flou, exactement. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Évidemment qu'ils vont bouger l'âge de départ à la retraite. Cette histoire d'âge pivot, c'est une façon de bouger l'âge de départ à la retraite de façon très hypocrite en disant non, l'âge légal reste 62 ans. Puis la deuxième chose, c'est que la destination finale, c'est de mettre un peu d'ordre dans les régimes. Alors, c'est de supprimer les régimes spéciaux, ça c'est vrai, ce qui est tout à fait normal. Il faut arrêter ces régimes spéciaux. Autant il faut prendre en compte la pénibilité, les régimes spéciaux n'ont aucune raison d'être. On ne vit pas aujourd'hui comme on vivait du temps de la machine à vapeur et du temps et au sortir de la guerre de 39-45. Et l'objectif qui est de remettre tout le monde dans un régime universel, c'est pas pour tout de suite, mais c'est ce vers quoi ils veulent tendre. Donc on a à peu près les grandes lignes d'horizon de cette réforme, et ça passera d'abord par quoi? Par un changement, par un lâche pivot, ça c'est sûr, et puis par les régimes spéciaux qui seront les... Parce que les régimes spéciaux, si vous prenez les sondages d'ailleurs, la majorité, une écrasante majorité de Français, sont contre ces régimes spéciaux. Allez, on va parler d'un autre sujet. C'est ce plan présenté hier par le gouvernement, plan pour lutter contre les violences faites aux femmes. Plusieurs mesures annoncées. Béatrice Finzan nous les résume. 3 mois de travaux plus tard, le Grenelle contre les violences conjugales révèle une série de mesures, alors que 220 000 femmes seraient victimes chaque année de violences au sein du couple. Parmi les propositions retenues par le gouvernement, l'accueil des victimes qui sera amélioré. Et cela passe par l'augmentation des intervenants sociaux au sein des commissariats et brigades, mais aussi par l'élaboration d'une grille d'évaluation des dangers destinée aux gendarmes et policiers. Il y aura face à elles des gendarmes et des policiers formés, 2 qui auront une grille d'évaluation du danger avec 23 critères qui leur permettront de guider la conversation et de ne passer à côté d'aucun indice pour qu'on ait des faisceaux d'indices concordants qui les protègent. Parce qu'un mari violent est un père dangereux, les enfants aussi sont au cœur des préoccupations. Autre annonce, la suspension de l'autorité parentale en cas d'homicide conjugal. C'est le juge pénal qui en aura bientôt la charge, alors qu'une proposition de loi portée par 2 députés de la majorité sera discutée dès janvier à l'Assemblée. Yves Tréhard, on a vu ces mesures, une enveloppe de 360 millions d'euros. Les associations qui demandaient 1 milliard, est-ce que c'est un plan à la hauteur pour vous? Écoutez,
je crois qu'il n'y a jamais eu autant de faits, c'est pas pour ça que c'est bien, hein, mais je crois qu'il y a quand même des mesures et des dispositions qui sont intéressantes, qui heureusement vont faire progresser les choses et mettre un peu plus de transparence et, je dirais, lever le tabou, parce que ça c'était resté un tabou. Évidemment, s'il y avait eu 1 milliard, ça aurait été beaucoup mieux. Je pense qu'il y a quand même des dispositions sur le plan judiciaire qui sont des dispositions qui permettent de progresser un petit peu et qui font en sorte que les professionnels de la justice et de la police ne soient plus aussi peu réceptifs qu'ils ne l'étaient jusqu'à présent. Donc c'est un début, je dirais, continuons le combat. Oui, Salta. Oui, il y a un rapport des services du ministère de la Justice qui avait pointé le fait que c'était vraiment un angle mort de la prise en charge policière et judiciaire. C'est-à-dire qu'une femme qui vient porter plainte, ou en tout cas témoigner de violences conjugales, de violences qui lui sont faites, ne reçoit pas l'accueil qu'elle devrait recevoir d'un service public comme la police, d'un service public comme la justice. Donc que les mesures soient concrètes, c'est une bonne chose. Après, est-ce qu'il fallait vraiment un Grenelle? En voyant certaines mesures, on se demande s'il fallait vraiment attendre un Grenelle pour les prendre. Je pense au fait, par exemple, le gouvernement a annoncé solennellement qu'on allait retirer leur arme à feu aux conjoints violents lorsqu'il y a eu un dépôt de plainte. Apparemment, donc, ce n'était pas déjà fait. Vous voyez, il y a ce genre de mesures-là qui font partie de l'artifice de communication, qui sont des mesures de bon sens, mais on se demande pourquoi il a fallu faire un Grenelle pour prendre certaines mesures de bon sens, sans doute pour afficher une réponse politique aux associations qui manifestent sur ce sujet depuis un certain temps. Et puis le sujet quand même latent derrière, c'est que derrière les mesures immédiates, les mesures policières, les mesures judiciaires, on voit qu'en fait une grande partie des femmes qui sont victimes de violences, elles sont dans une situation de précarité. Elles sont marginalisées, elles sont précarisées, elles n'ont pas une émancipation. Et l'émancipation passe d'abord par l'emploi, par une émancipation économique. Et tout ça, on voit que dans une étude de la mission de recherche droit et justice récemment, on voit que 80% des femmes pour lesquelles on a pris des ordonnances de protection, elles sont en situation de précarité économique, qui les place dans une situation de dépendance. Donc au-delà des mesures ponctuelles, des mesures concrètes qu'a annoncé le gouvernement, il y a un sujet plus global tout simplement d'emploi, d'intégration, de prospérité, d'emploi dans la vie économique, parce que c'est d'abord ça qui donne de l'émancipation et c'est ça qui permet de ne pas subir et d'avoir sa propre autonomie lorsqu'il s'agit de se défendre face à un drame intime, face à des violences conjugales. Pierre Dumazo. Oui, tout à fait. Moi, je pense que pour une fois, c'est quand même bien qu'il y ait eu aussi une réponse politique, que le gouvernement se saisisse de sujets, qu'on en parle et que la parole se libère. Le problème, c'est que ça mène à des sujets connexes tout aussi graves sur les enfants, par exemple, de ces femmes qui ont été battues, qui assistent parfois à des féminicides. Il y a qu'une seule cellule de prise en charge en Seine-Saint-Denis qui existe pour l'ensemble du territoire. Il y a il y a effectivement ces femmes qui sont isolées après avoir été battues, qui ont du mal à quitter leur mari. Il y a la prise en charge. Toutes ces questions-là sont très lourdes. Je pense que c'est un début. Il existe, il est là. On ne va pas tout le temps critiquer dès qu'il se passe quelque chose, donc je trouve ça extrêmement bien. Effectivement, c'est continuons le combat et il faudra d'autres moyens et d'autres enveloppes supplémentaires, je pense, dans les années à venir. Et surtout qu'on va le voir avec vous, Alex, vous qui remontez pour nous les archives chaque semaine, eh bien, ce n'est pas la première fois que les gouvernements s'attellent à cette lutte contre les violences faites aux femmes. Et oui, en réalité, ces dernières années, chaque gouvernement a eu son plan de lutte contre les violences faites aux femmes. Avec par exemple, en 2010, sous Nicolas Sarkozy, la secrétaire d'État à la famille Nadine Morano, qui lance le bracelet électronique anti-rapprochement. Regardez. Tous les faits et gestes d'un conjoint violent seront bientôt surveillés de très près. Un bracelet électronique mobile au pied, l'homme ne pourra plus s'approcher de sa victime, qui sera avertie très rapidement de son approche. Elle pourra alors prévenir la police. Une barrière invisible, urgente à mettre en place pour cette association de défense des victimes. Chaque mort causée par des conjoints qui étaient sous le coup d'une interdiction de voir leur compagne est une mort en trop, une mort qui aurait pu être évitée. Nous, on demande en urgence l'instauration de ce dispositif parce que ça permettra à coup sûr d'éviter non seulement des meurtres, mais aussi des harcèlements continus et quotidiens comme il peut en exister.
Et en réalité, en 9 ans, ce bracelet anti-rapprochement a été très peu utilisé car son champ d'application juridique était trop restreint. On va voir si le gouvernement actuel permet d'utiliser davantage ce bracelet. Autre plan gouvernemental, cette fois-ci sous François Hollande. C'était la ministre Najat Vallaud-Belkacem qui le portait, avec cette fois-ci la question des moyens qui est abordée. Regardez. Elles sont plus de 200 000 à subir des violences conjugales chaque année. Un phénomène alarmant combattu via un plan sur 3 ans. La ministre du Droit des Femmes l'a annoncé aujourd'hui. Le budget consacré à la lutte faite aux femmes est doublé. Le dépôt de plainte sera encouragé et les professionnels en contact avec les victimes seront mieux formés. Des mesures qui répondent aux besoins constatés sur le terrain mais encore insuffisantes. Nous sommes sensibles à l'effort qui est fait, au doublement du plan. Mais très sincèrement, les besoins sont énormes. Il faut que ce ministère soit doté de plus de moyens. Alors après tous ces plans gouvernementaux, le Sénat a fait le bilan en 2016 et le bilan n'était pas très glorieux. Écoutez. Le Sénat tire le bilan de 10 ans de lutte contre ce fléau dans un rapport. Premier constat, les efforts engagés ne se traduisent pas dans les statistiques. Et en 2010, 146 femmes et 28 hommes mouraient sous les coups de leurs conjoints. En 2014, les victimes s'élèvent encore à 143 et même à 200 personnes si on ajoute les enfants victimes et les suicides consécutifs. Et voilà, des plans de gouvernement qui se succèdent, mais pour l'instant, pas de résultat. Comment on peut l'expliquer, ça, Yves Tréhard, que ces plans se succèdent? On le voit, tous les gouvernements essayent de lutter contre ces violences faites aux femmes, et on a toujours une femme qui meurt tous les 2 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Parce qu'il y a aussi une évolution il y a aussi, c'est une question de mentalité et de culture aussi. On est quand même dans des sociétés méditerranéennes où il y a des choses répréhensibles qui n'apparaissaient pas répréhensibles aux yeux de beaucoup il y a encore quelques années. Mais ça passe par les mentalités, pas par des plans gouvernementaux, Si, bien sûr, si, toujours. La politique est quand même très importante, sinon on ne ferait jamais rien. Mais je pense qu'il y a aussi des raisons culturelles qui sont tenaces et qu'il faut essayer de combattre. Regardez les Espagnols qui sont assez en pointe de ce point de vue. Ils ont pris le taureau par les cornes, c'est le cas de le dire, pardon pour cette facilité. Mais du coup, ça a quand même beaucoup changé les choses chez eux. Et c'est une société qui est aussi assez machiste. Louis, ça passe par un changement de mentalité? Oui, mais c'est l'occasion aussi de montrer que la politique peut agir concrètement. C'est quand même l'un des sujets, les violences conjugales, dans lesquels on est quand même sur des drames qui touchent la sphère de l'intime, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est tabou, c'est-à-dire qu'une femme n'ose pas souvent aller porter plainte parce qu'il s'agit de son mari, parce qu'il y a une histoire d'amour derrière, ou en tout cas d'amour passé. Et c'est là que la politique, sans pour autant s'ingérer dans tous les aspects de l'intime, peut agir sur la vie quotidienne. En tout cas, c'est une occasion de le montrer. C'est vraiment une occasion de le montrer. Un exemple, par exemple, la garde des Sceaux qui était sur Public Sénat hier disait en aparté qu'il y a beaucoup de femmes qui portent plainte et qui retirent leur plainte au bout de quelques heures ou quelques jours, ce qui est interdit par exemple en Espagne. En Espagne, une femme qui dépose plainte pour violence conjugale ne peut pas retirer sa plainte, alors qu'en France, il paraît que c'est assez courant. Eh bien, on aura l'occasion de reparler de ce sujet, mais on va parler d'un autre sujet. On va aller chez nos partenaires de la presse quotidienne régionale retrouver La Voix du Nord. Bonjour Laurent Decotte, vous êtes journaliste à La Voix du Nord et avec vous, on va parler histoire, on va parler mémoire, puisque vous avez accompagné 120 lycéens des Hauts-de-France et leurs enseignants à Auschwitz-Birkenau. Un voyage marquant, comme on peut bien sûr l'imaginer. Oui, très marquant, vous pouvez bien entendu l'imaginer pour les élèves, mais aussi pour moi d'ailleurs. En fait, la visite s'est déroulée en 2 temps. Une première partie dans le premier camp d'Auschwitz I, ce qu'on appelle le camp d'Issouch, qui est le camp numéro 1. C'est le premier camp que les Allemands ont construit, enfin, ils l'ont pas construit, mais en tout cas, ont exploité pour leur sinistre entreprise. Donc c'est là-bas où on rentre par le fameux Partei Arbeit Macht Frei que l'on connaît tous malheureusement. C'est là aussi que sont exposées les lunettes, les vitrines, les cheveux, les valises. Voilà, donc on a tous ça en tête. En revanche, c'est un endroit qui a accueilli l'an dernier 2 millions de personnes. C'est devenu un musée et il y a beaucoup de monde. Et ça, finalement, pour les élèves, ça a été très compliqué de s'arrêter, de réfléchir. Ils ont eu peu de temps, ils n'ont eu que 2 heures. En fait, toute l'horreur, ils l'ont réalisé le lendemain à Birkenau, devant l'immensité de Birkenau. Les guides disent c'est 170 terrains de football. On comprend à cet endroit-là la terrifiante machination des Allemands et des nazis à cet endroit-là.
on voit notamment que, moi, il y a une phrase que je retiens, une phrase du guide qui dit l'extermination des Juifs est la chose la plus irrationnelle que l'humanité ait connue, et sa mise en œuvre fut d'une rationalité absolue. En effet, on a fait appel à des architectes, on a fait appel à des ingénieurs, on a procédé par appel d'offres, tout ça pour faire le plus de morts possible. Alors, on imagine que ce n'est pas facile d'emmener des élèves là-bas. Comment ont-ils réagi, vos lycéens? Ils ont été très attentifs, très respectueux. Par exemple, je n'ai vu personne faire de selfie, par exemple. Il faut dire que je les ai trouvés aussi très graves, très solennels. Il y a eu un moment un hommage au mémorial dans le camp de Birkenau. Ils ont été très graves, très respectueux, encore une fois. Il y a eu aussi beaucoup d'émotions. Je me souviens d'une jeune fille qui a éclaté en sanglots devant nous, qui nous disait avec des mots simples, des mots à elle, en disant il faut vraiment dire aux gens d'arrêter de faire la guerre. En fait, c'est un voyage qu'ils ont longuement préparé, et c'est un voyage qu'ils ont envie de restituer. Ils veulent parler désormais, ils veulent raconter ce qu'ils ont vu à leurs camarades de classe, mais aussi au-delà. D'ailleurs, c'est dans le projet. L'idée, c'est vraiment de restituer. Certains vont juste raconter, comme je le disais, mais certains vont même faire une exposition, même, que ce soit dans l'établissement, mais même au-delà dans la ville. C'est un projet qui date de 1993. C'est la région Nord-Pas-de-Calais qui l'a d'abord mis en place. Et ensuite, là, c'est la première fois que ça s'est fait à l'échelle des Hauts-de-France. Ça a lieu tous les 2 ans. Cette année, il y avait 120 lycéens. D'autres régions le font, mais là, la particularité, c'est que ça se fait sur 2 jours et non pas sur une seule journée. C'est un vrai engagement de la région Hauts-de-France. Vous parlez évidemment de cette visite dans la Voie du Nord, mais vous parlez aussi de la question de la transmission de la mémoire. Et il y a notamment une interview d'une guide du mémorial de la Shoah qui est à lire. Oui, tout à fait. Pascal Morin, qui est guide pour le mémorial de la Shoah depuis 5 ans, mais qui est également professeur d'histoire géo dans le Val-de-Marne. Et c'est vraiment, son témoignage est très éclairant. Elle nous dit d'ailleurs une chose, c'est qu'à chaque fois, ça fait 15 ans qu'on emmène des élèves, elle nous dit il s'est toujours passé quelque chose. Que ce soit tout de suite, que ce soit plus tard. Mais c'est une étape importante dans la vie d'un élève, c'est une étape importante dans la vie d'un citoyen. Elle nous dit ensuite, il y a un contexte particulier, c'est-à-dire que ces voyages avant se faisaient en la présence de rescapés de la Shoah. Ces rescapés, comme vous le savez, disparaissent malheureusement progressivement. Par ailleurs, c'est pour certains, parfois pour les jeunes, c'est une histoire qui peut paraître ancienne. En outre, on sait aussi que voilà, ils vont un peu sur Internet où il y a des théories qui foisonnent, ils peuvent être un peu mal informés. Mais l'école est consciente de tout ça et l'école réagit. On a notamment interrogé un inspecteur de l'académie qui nous dit on forme nos enseignants. Notre consigne désormais, c'est de dire aux élèves dites ce que vous avez sur le cœur et nous, à partir de là, on désamorce les croyances. Et puis il y a cette dernière phrase, encore une fois, de Pascal Morin qui nous a beaucoup marqué et qui nous dit que lorsque j'explique à mes élèves qu'il faut étudier la Shoah, il ne faut pas étudier la Shoah pour dire plus jamais ça aux Juifs, mais tout simplement pour dire plus jamais ça. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous, Laurent Descotes. On va regarder ensemble la une de la Voie du Nord consacrée aux violences conjugales. Violences conjugales, 40 mesures pour que ça cesse. C'est un thème qui est à la une de beaucoup de journaux de la presse quotidienne régionale ce matin et donc à la une de la Voie du Nord. Merci d'avoir été avec nous. On va passer justement au reste de la revue de presse régionale. C'est avec vous, Alex. Et on commence avec l'Est éclair. Et oui, vous le disiez, Oriane, la majorité des journaux de presse régionale titraient ce matin sur ce plan du gouvernement pour lutter contre les violences conjugales et notamment l'Est éclair qui souhaitait revenir sur l'unité, la mobilisation le week-end dernier et hier pour dénoncer ces violences faites aux femmes. Alors que le journal La Presse de la Manche se demande si ce plan du gouvernement va provoquer un électrochoc dans la société alors que pour certaines associations locales, eh bien, le compte n'y est pas. Et pour le journal Midi Libre, eh bien, cette une se demande si les femmes victimes de violences conjugales ont été réellement entendues par le gouvernement, alors que certains dénoncent un manque de moyens pour lutter contre ce fléau. Et à la une de la Provence, un autre sujet, par contre, Alex. Et oui, un tout autre sujet. On va parler cette fois-ci de politique municipale et des élections municipales à Marseille, alors que se tenait hier un conseil municipal un peu grandeur nature à la mairie de Marseille, présidé par Jean-Claude Gaudin, où il y a eu une sorte de grand déballage entre les différents groupes politiques, un grand règlement de compte à la marseillaise, notamment règlement de compte autour du rapport de la Chambre régionale des comptes qui épingle la gestion de la mairie de Marseille, un bilan
peu glorieux pour Jean-Claude Gaudin et l'opposition s'est donnée à cœur joie pour dénoncer ce bilan de Jean-Claude Gaudin. Mais le maire de Marseille relativise. Regardez, un rapport de la Chambre régionale des comptes, ce n'est jamais un paquet de bonbons au miel, mais ce n'est pas non plus une boîte à claques. Alors tous les candidats désignés pour ces élections municipales à Marseille étaient présents lors de ce conseil. Pour les Républicains, il y avait par exemple Martine Vassal, la présidente du département. Il y avait le sénateur Bruno Gilles. Il y avait également la sénatrice socialiste, anciennement du Parti socialiste, Samia Ghali. Et puis le candidat du Rassemblement national et sénateur également, Stéphane Ravier. Et vous allez voir, les petites phrases ont fusé entre candidats lors de ce conseil municipal, notamment à propos de Martine Vassal, qui est vue comme l'héritière de Jean-Claude Gaudin et qui, pour la petite anecdote, porte souvent des baskets. Et regardez ce qu'en dit Stéphane Ravier du Rassemblement national. Martine, c'est Jean-Claude chaussé d'une paire de baskets. Voilà pour l'image poétique de Stéphane Ravier. Et puis Martine Vassal s'est également adonné à sa petite phrase, cette fois-ci à propos de l'ancienne socialiste Samia Ghali, qui faisait un discours contre le bilan de la mairie. Et Martine Vassal a dit à voix basse, regardez, et ça veut être maire de Marseille. Voilà des petites phrases qui en disent long sur cette ambiance qui règne dans la campagne électorale à Marseille. Merci beaucoup, ça promet des municipales agitées à Marseille. On suivra bien sûr tout ça. On va regarder vos unes, messieurs. La une du Figaro, Yves Tréhard, retraite. Édouard Philippe monte en première ligne. Et puis il y a un article dans le Figaro, c'est une étude de l'Institut de protection sociale que vous révélez en exclusivité. Et alors là, ça va donner du grain à moudre aux opposants de la réforme des retraites, puisque cette étude dit que cette réforme pourrait s'avérer défavorable pour les Oui, alors il y a selon des mécanismes que je ne vais pas détailler ici, parce que c'est assez long, mais effectivement, les femmes pourraient, avec enfants, pourrait être victime, elles pourraient être pas très avantagées, c'est le moins qu'on puisse dire, et y perdre à la faveur de cette réforme, qu'elles aient 1, 2 ou 3 enfants. Alors, effectivement, je pense que le gouvernement va être obligé de rectifier le tir. Voilà, et c'est une étude que vous publiez en exclusivité dans le Figaro. À la une de Marianne, cette semaine, Louis Osselter. Fondation Agir contre l'exclusion, la machine a arrosé les copains. Dites-nous tout. Oui, ça n'a pas fait grand bruit, mais on a des révélations sur cette fondation Agir contre l'exclusion qui est présidée par Gérard Mestralet, qui est l'ancien patron d'Engie, et qui en fait rendait de multiples petits services à des patrons, à des politiques, sous couvert évidemment de bonnes causes. Elle abritait en réalité des multiples fondations, permettait un financement grâce à la défiscalisation, vous savez, au titre du mécénat et des dons aux œuvres. On raconte des histoires dans lesquelles sont associés Najat Vallaud-Belkacem, Serge Dassault, Martin Hirsch, voilà, donc de multiples personnalités de tous horizons. Donc voilà, c'est des révélations assez importante sur comment une machine s'est emballée sous couvert de la bonne cause. Et je signale également notre portrait du préfet de police de Paris, Didier Lallemand, vous savez, qui est devenu célèbre sur les réseaux sociaux pour avoir dit à une gilet jaune qui n'était pas de son même camp. Donc, portrait de ce préfet qui pense devoir être dans un camp. Et c'est aussi à la une de Marianne, ce préfet qui n'est pas dans votre camp, avec également un papier, puisqu'on est à la veille d'une journée de mobilisation agricole sur la France qui n'est plus capable de se nourrir elle-même. Voilà, tout ça, c'est à lire dans Marianne, à la une de la lettre de l'expansion Votre Édito, Pierre, intitulée Nervosité cette semaine. Nervosité parce que effectivement le chef de l'État est sorti d'un congrès des maires pas très réjouissant, parce que cette semaine il y a la mobilisation des agriculteurs demain, mercredi, et parce que cette semaine aussi le chef de l'État et le gouvernement abordent des sujets assez lourds. On en a parlé sur contre les violences faites aux femmes, et parce que voilà, les sujets politiques arrivent et on est à 4 mois maintenant des élections municipales qui se profilent. Et rapidement, en 30 secondes, un petit indiscret sur Christophe Castaner sur un siège éjectable. Oui, alors je ne vais pas tout dire, mais mais quand même. Acheter la lettre de l'expansion, évidemment. Mais, acheter la lettre de l'expansion, il y a plein de choses. On avait déjà parlé de... Comment ? Il y a d'autres choses. Évidemment, il y a 8 pages. On avait déjà parlé de la situation ici assez délicate de Christophe Castaner quand il avait repris, on s'en souvient, le sujet des listes communautaires. Il avait été déjà un petit peu énervé qu'on lui mette un secrétaire d'État, énervé qu'on lui passe un petit peu devant et que les services disent que finalement Christophe Castaner ne tiendrait pas le coup, mais à chaque fois la confiance est réaffirmée en Christophe Castaner. Et pour en savoir plus, je vous invite à lire la lettre de l'expansion. Et voilà, très bonne pub. Achetez la lettre de l'expansion, Marianne et le Figaro. Plein de choses intéressantes à lire. Exactement, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain. L'invité politique, ce sera Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. On vous attend demain. On vous souhaite une très bonne journée. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des territoires.
La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des territoires. ENGIE, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des territoires.